Comment courir avec un moniteur de fréquence cardiaque? L'entraînement à la fréquence cardiaque est le moyen le plus rapide de booster votre vitesse de course et votre endurance tout en réduisant les risques de blessures. Combien d'entre vous possèdent un joli et brillant cardiofréquencemètre? Maintenant, combien d'entre vous ont passé les 3 ou 4 premières semaines à jouer avec les fonctions comme un chiot excité avant de se rendre compte qu'au final, il commence à ressembler à un bracelet? Il a l'air beau, mais ne remplit aucune fonction pratique. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons vous aider. Et ne vous inquiétez pas de vous sentir un peu inefficace par hasard parce que vous ne l'êtes pas. Vous voyez, alors qu'autrefois un cardiofréquencemètre se contentait d'indiquer l'heure et votre fréquence cardiaque, aujourd'hui, même la montre la plus rudimentaire semble être équipée d'un GPS, d'un compteur de pas et d'un suivi du sommeil. Quant aux outils haut de gamme comme par exemple la Vantage V2 de Polar ou la 945 de Garmin, on peut dire qu'il faut limite passer un master en physique pour maîtriser la liste interminable des fonctions. Donc nous allons garder les choses aussi simples que possible en nous concentrant uniquement sur la fréquence cardiaque et sur la façon dont vous pouvez optimiser votre moniteur et donc votre compteur pour améliorer vos performances de course. Mais d'abord, on va parler un petit peu précision. Tout d'abord, on va parler de la sangle thoracique et le fameux capteur optique. Ces dernières années, le marché des cardiomètres à capteur optique a connu une croissance considérable, l'intérêt de se passer d'une ceinture pectorale étant très fort pour beaucoup. Le problème, c'est que leur précision reste indifférente. En effet, les mesures de la fréquence cardiaque effectuées, par exemple, par les wearables, donc ce qu'on peut enlever, sont dérivées de la photoplétismographie. Ouais, même le nom est hyper compliqué à prononcer. C'est une méthode optique permettant de mesurer les variations du volume sanguin sous la peau. C'est pourquoi les problèmes proviennent du fait que la montre est portée de manière trop lâche, de la couleur de la peau, elle serait moins précise apparemment sur les athlètes qui ont une peau plutôt foncée, et des mouvements rapides comme les séances d'intervalle, les séances de VMA, les séances de sprint. Des tests comparatifs ont été effectués sur la fiabilité des données générées par les approches basées sur la poitrine et le poignet. Et les deux produisent souvent des chiffres similaires lors de séances d'entraînement de faible intensité. Mais les avantages de la ceinture pectorale se révèlent surtout lors des entraînements à haute intensité, car elle s'avère plus précise et moins sujette aux lectures aléatoires. Les optiques sont suffisamment précises pour la plupart, mais vous pouvez toujours suivre l'Olympienne par exemple Molly Huddle qui effectue la plupart de ses séances avec des optiques au poignet, mais par contre qui va porter une ceinture pectorale lors des efforts plus intenses. Ensuite, une notion qu'on va retrouver, c'est la gestion de la charge d'entraînement. Le principal avantage de l'utilisation d'un capteur HRM, c'est la gestion de l'intensité de la course. En trouvant votre maximum, vous pouvez ensuite définir des zones d'entraînement. Vous pouvez alors vous entraîner à certaines intensités pendant un certain temps pour atteindre des paramètres physiologiques spécifiques, ce qui optimise les adaptations. Nous vous expliquerons plus en détail dans un instant, mais d'abord, on va essayer de trouver votre maximum. Pendant des années, avant que les HRM ne deviennent monnaie courante, donc les ceintures pectorales, les cardiofréquencemètres, vous déterminiez votre fréquence cardiaque en déduisant votre âge de 220. On connaît la fréquence cardiaque max, 220 moins votre âge. C'était passable, mais c'était quand même pas très précis. Avec un HRM, vous pouvez être très précis. Voici quelques façons de trouver la vôtre. Tout d'abord, on va prendre le test des 20 minutes, donc ce que nous on va appeler le test EMA, le test d'endurance maximale aérobie, dont le but est simplement de courir aussi fort que possible pendant 20 minutes. Il s'agit d'un test de capacité maximale que vous atteindrez probablement à peu près au bout de 3 minutes. Après 10 minutes, vous atteindrez probablement 95% de ce seuil, de votre fréquence cardiaque maximale, de votre seuil maximal. On vous invite vraiment à continuer à pousser jusqu'à ce que vous ayez terminé par exemple 5 km ou que les 20 minutes soient écoulées en fonction de votre vitesse. Vous aurez à peu près votre fréquence cardiaque maximale. Vous pouvez également le faire sur un test 6 minutes, mais vous aurez du mal à vous donner à 100% et la fréquence cardiaque va être obtenue uniquement sur les dernières secondes. Vous pouvez également faire 4 courses de 2 minutes à effort maximal, entrecoupées d'1 minute de jogging facile. Allez aussi loin que vous le pouvez à chaque intervalle. Et au dernier intervalle, vous aurez à peu près atteint votre maximum. Ces zones et ce fréquence cardiaque va vous permettre de déterminer certaines zones d'entraînement. On va en détailler 5 ensemble juste à présent. La zone numéro 1 qui va représenter environ 68 à 73% de votre fréquence cardiaque maximale. Vous aurez des bénéfices en termes de performance. L'entraînement à cette intensité aérobie stimulera votre récupération et vous préparera à vous entraîner dans des zones de fréquence cardiaque plus élevées. La zone numéro 2, nous on l'a définie entre 73 et 80% de la fréquence cardiaque maximale. Vous aurez les bénéfices en termes de performance vont être l'entraînement cardiovasculaire de base,
à un bon rythme de récupération. Cette intensité permet d'améliorer la capacité aérobie, c'est-à-dire l'endurance. Votre corps sera plus apte à oxyder, donc brûler les graisses, et votre forme musculaire augmentera, ainsi que votre densité capillaire. La zone numéro 3, nous l'avons définie entre 80 et 87% de votre fréquence cardiaque maximale. Les bénéfices sont les suivants. Courir dans la zone 3 est particulièrement efficace pour améliorer l'efficacité de la circulation sanguine dans le cœur et les muscles squelettiques. C'est dans cette zone que l'acide lactique et donc les lactates commencent à s'accumuler dans votre sang. S'entraîner dans cette zone permettra de faciliter les efforts modérés et d'améliorer votre efficacité. La zone numéro 4, entre 87 et 93% de la fréquence cardiaque maximale. Les bénéfices en termes de performance vont être une amélioration de votre capacité anaérobie, votre seuil et votre endurance de vitesse. Votre corps utilisera mieux les glucides comme source d'énergie et vous serez capable de supporter plus longtemps des niveaux plus élevés de lactate dans le sang. La zone numéro 5, entre 93 et 100% de la fréquence cardiaque maximale. C'est l'entraînement qui est au maximum et c'est l'entraînement qu'on va utiliser par intervalle. Ça augmentera votre endurance anaérobie et votre endurance musculaire, votre puissance et vos niveaux cardiovasculaires. L'important, ça va être d'équilibrer les intensités. Mais comment les équilibrer? Ça va dépendre de nombreux facteurs, comme le niveau de forme physique, l'âge, l'expérience, les antécédents de blessures, le poids et bien d'autres encore. Mais une méthode éprouvée est l'entraînement polarisé. Il s'agit de s'entraîner environ 80% du temps à faible intensité et 20% du temps à forte intensité, dans les zones 4 et 5. La faible intensité plutôt dans les zones 1 et 2. Les données d'entraînement des athlètes nationaux et olympiques suggèrent que ce mélange permet de maximiser la vitesse et l'endurance sans surentraînement et sans tomber malade ou sans se blesser. À cette fin, utilisez également un terrain plus plat, plus souple lorsque cela est possible afin de réduire les contraintes sur vos articulations. Enfin, utilisez une plateforme d'entraînement. Comme Nolio par exemple, vous pouvez aller plus loin dans votre entraînement grâce à l'analyse post-course. Une application, comme on vient de le dire, comme Nolio, qu'on utilise au quotidien avec nos athlètes, par exemple, vous permet de planifier, de suivre et d'examiner vos gains durement acquis. La plateforme vous permettra de fixer des objectifs mensuels, d'analyser vos zones d'entraînement dans lesquelles vous vous entraînez et donnera une foule de données à analyser, notamment la durée, le dénivelé, le rythme, les itinéraires GPS, etc., etc. Si vous utilisez un capteur de puissance en course à pied, comme le Stride par exemple, ce sera des données supplémentaires que vous pourrez utiliser. Ceci n'est qu'un aperçu de la manière dont un cardiofréquence-mètre peut améliorer vos performances de course. Donc sur ce, on vous dit bonne course et n'oubliez pas, gardez-le toujours bien chargé.